Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette rencontre, à cet échange sur le thème de la refondation du travail dans cette cité de la réussite. Le travail, vous le savez, est la deuxième activité de nos existences. Un homme ou une femme y passe 50, 60, 70 000 heures de son existence. C'est l'activité, évidemment, qui lui prend le plus de temps après le sommeil. Étymologiquement, historiquement, le travail est associé à quelque chose de dur. La racine étymologique du mot travail, tripalium, c'était un instrument de torture, c'est un instrument aussi avec lequel on tenait les bœufs ou les chevaux pendant qu'on leur mettait des choses dans les pieds pour qu'ils puissent marcher sur des routes pavées. Et aussi, quand on a commencé à faire des réflexions d'ordre philosophique qui nous éclairent encore aujourd'hui. Dans la Grèce, il y avait une activité qui était l'école, le loisir. C'est la même racine étymologique, pendant que les autres travaillaient, faisaient le dur labeur. Et on a longtemps eu cette vision. Et puis nous avons eu trois révolutions. Et pour ça, je m'appuierai de manière éhontée sur les travaux de l'une des intervenantes à cette table. Donc il y a eu trois révolutions qui ont changé la façon de voir le travail. Trois révolutions et pratiquement une par siècle. Au XVIIIe siècle, avec Adam Smith, le travail a été qualifié. Il a été qualifié de source de la valeur, de source d'origine de la richesse, et puis aussi de facteur de production. Et c'est une vision qui est encore très présente dans la façon dont les économistes regardent aujourd'hui l'activité et évidemment le travail. Et puis il y a eu une deuxième vision à partir du XIXe siècle qui a été développée par George Hegel puis Karl Marx, où le travail a été vu comme une activité de transformation du monde, transformation de nous-mêmes, une vision prométhéenne, et aussi une liberté créatrice du travail, quelque chose qui est absolument essentiel et qui, moi, en tant que journaliste, éditorialiste, dans ma pratique quotidienne, me parle évidemment beaucoup. Et donc là, on trouve l'épanouissement de soi, à condition évidemment de libérer le travail de cette petite chose qui est le salariat. Et ça nous amène à la troisième étape, qui est le XXe siècle, où au contraire, le salariat s'est développé de manière absolument extraordinaire, où le travail s'est organisé sous le mode du salariat. Et le travail est devenu alors une source de revenus, la source d'insertion dans la société, et puis aussi la source de la protection sociale, puisque dans la plupart des pays avancés, et en particulier en France, la protection sociale dépend très étroitement du travail. Et puis nous voici maintenant au XXIe siècle. Nous voici au XXIe siècle avec des contradictions entre ces trois visions du travail. Travail source de valeur et travail source d'épanouissement. Comment est-ce qu'on concilie les deux ? Travail source de revenus et travail source de richesse. On voit bien que dans les débats de l'entreprise, c'est une question absolument centrale. Et ces contradictions finissent par devenir embarrassantes, finissent par gêner la conception même que nous avons du travail. Alors je ne vais pas vous dire, faut-il refonder le travail, puisque ça sera le travail de nos deux panélistes, mais je vais vous dire pourquoi, selon moi, on pourrait envisager de le faire. Et il y a deux grandes raisons. D'abord, ces contradictions sur la conception du travail sont devenues douloureuses. Il y a un malaise croissant, en particulier, je crois, en France, mais qu'on retrouve dans beaucoup de pays développés, sur le travail, avec des douleurs, avec des questions, avec aussi toute une partie de la population qui, jusqu'à présent, trouvait son épanouissement au travail et maintenant a plus de mal à le trouver. Et évidemment, ces douleurs culminent dans les questions de suicide. Mais la raison la plus importante pour moi de repenser qu'il y aurait de repenser le travail, c'est la révolution des technologies de l'information. Ce n'est pas un hasard si les premières conceptions du travail sont apparues au XVIIIe siècle, si elles ont changé au XIXe siècle, si elles ont encore changé au XXe siècle. À chaque fois, c'était très lié à des structures de l'économie. La structure de l'économie change de manière absolument radicale avec les technologies de l'information. On peut organiser, et on va organiser de plus en plus, le travail, l'activité productive, l'épanouissement des individus, complètement autrement et avec ces outils. Ça a commencé et ça va aller beaucoup plus loin.
Ce qui nous amène donc évidemment à la question, faut-il refonder le travail? Et c'est maintenant donc que je vais céder la parole à nos deux panélistes avec le scénario habituel de ces rencontres de la Cité de la Réussite. Donc, petit échange entre les deux panélistes, puis questions préparées par un panel d'étudiants, puis questions élargies au reste de l'assistance. Donc, deux panélistes. Emmanuel Barbara, vous êtes avocat associé du cabinet Auguste de Bouzy, oui, qui est l'un des grands cabinets parisiens. Vous y avez créé le département de droit social. Vous avez eu des distinctions. Vous avez été Lawyer of the Year il y a 2 ans. Et vous participez beaucoup aux réflexions sur l'évolution du droit social dans différents cénacles, au MEDEF, à l'Institut de l'entreprise, à l'Institut Montaigne. Vous tenez un blog qui est assez actif et donc être très présente dans ce débat. Dominique Méda, vous êtes professeur à l'Université Paris-Dauphine, titulaire d'une chaire travail au Collège d'études mondiales. Vous êtes sociologue, vous êtes philosophe de formation, vous êtes passé à l'ENA, donc vous avez un cursus très, très ouvert. Vous êtes auteur d'une dizaine de livres et j'ai repéré que le mot travail figure dans la moitié d'entre eux. Et le dernier de ces livres porte le nom travail, puisque c'est Réinventer le travail que vous avez écrit avec Patricia Vendramin, où il y a à la fois des études très intéressantes sur la perception du travail et puis aussi une mise en perspective sur laquelle je me suis largement appuyé. Donc, première question, la question du débat. Est-ce qu'on doit refonder le travail? Emmanuel. C'est moi la première? Oui. Vous avez deviné. Voilà. Donc, je suis avocat, donc je rappelle, un avocat, ça s'arrête. Enfin, il faut l'arrêter. Oui, ça j'ai. Vous vous souvenez? D'accord. Bon, à froid comme ça, à 16h30, un dimanche, ça fait beaucoup de contradictions pour s'attaquer au sujet de la refondation du travail. J'aime bien le titre de cet après-midi, parce qu'on n'a pas dit refonder le droit du travail, refonder le code du travail, on dit refonder le travail. Donc on est d'accord qu'on est en train de parler, en fait, du sujet dont vous allez rire, au terme des 9880 articles que compte ce magnifique bréviaire qui constitue mon quotidien, eh bien, vous allez rire, il n'y est défini nulle part ni ce qu'est un contrat de travail, ça c'est compliqué, mais alors ce que travailler veut dire, nulle part. Je suis quand même le seul, enfin avocat, je suis le seul, métier qui, s'exerçant dans la sphère du travail, utilise des outils dans lesquels nulle part il est défini de quoi il parle. Je vous jure que si vous êtes fiscaliste, vous regardez le Code général des impôts, il n'y a pas de problème, vous avez la définition de l'impôt. Et ça paraît comme ça, je le dis en guise de boutade, parce que évidemment, il y a 1001 raisons, et je pense que Dominique Méda nous expliquera, j'allais dire, fort scientifiquement, la crise que nous traversons, qui va jusqu'à mettre en cause fondamentalement le travail et suggérer des questions fortes telles que faut-il ou pas partager le travail, faut-il tout simplement pas travailler, finalement c'est une bonne question, la société des loisirs se pose comme une option, ou s'est toujours posée comme une option, en tout cas à l'occasion des 35 heures il y a plus de 10 ans, on s'était vaguement posé la question. Donc moi, ce que je voudrais juste dire pour ne pas embarrasser et ne pas procéder par tunnel, c'est qu'en l'état actuel des choses, nous avons un rapport, sinon au travail, qui pose un vrai problème, mais un rapport à la norme qui régit ce dont on parle sans le définir, complètement frénétique. Nous sommes dans une hystérie collective et qui traduit quoi? Ce qui est intéressant, ce sont les symptômes éruptifs. Ça traduit le fait que l'on pense qu'à coup de normes et de rustines, on va pouvoir restaurer, comme une liturgie, comme une croyance folle, dans cette forme d'Éden qu'était, c'est toujours pareil, la nostalgie du passé, qu'était ce temps béni où le contrat à durée indéterminée voulait dire contrat éternel dans le même poste, dans la même entreprise et au même emploi. C'était tout ça. Penser pouvoir restaurer donc, ce dispositif à coup de rustines, etc., qui permettrait de mettre un terme à ces différents coups de canif. Donc aujourd'hui, on est au point où le système est juste impraticable. Alors c'est vrai que dans ma pratique professionnelle, je suis avocat spécialiste en droit du travail, on l'a dit, mais je n'ai pas terminé la phrase, du côté des employeurs. Il faut bien que quelqu'un s'y colle. Et je peux vous garantir que le sentiment dans lequel nous-mêmes nous sommes, quand nous nous présentons devant les juridictions, nous sommes, comment dirais-je, par capillarité, vus comme d'aimables, comment dirais-je,
d'aimables exploiteurs, si je puis dire, de cette forme de misère humaine, nous sommes rentrés dans un état où fondamentalement on se défie du travail, on a peur, on ne l'aime pas, on explique qu'il fait du mal, et aujourd'hui la notion, donc, encore une fois, de travail et maladie, travail et santé, est absolument prégnante, et c'est un virage dans lequel nous sommes et dans lequel on a beaucoup de mal à surmonter et à redonner un peu de rose aux joues au travail. Je m'arrête ici. Donc, si je comprends bien, ce que vous nous dites, c'est que on n'a pas le choix. Il faut refonder le travail. Ça ne peut plus tenir comme ça. Selon une option ou une autre, et on verra que ça pose des questions d'ordre strictement politique, et donc là, je ne suis qu'un usager du droit, mais ça pose des options fondamentales de ce que l'on veut faire. Et si j'ai juste une opinion, moi, la mienne, c'est que je trouverais formidable, en tout cas comme message destiné aux jeunes qui vont nous poser des questions, qu'on puisse leur dire que travailler, c'est formidable. J'ai écouté dans le Grand Amphi audace, c'est-à-dire croire, risquer et rêver. Et fondamentalement, dans cette deuxième activité humaine, qu'on le veuille ou non, c'est la deuxième après les dodos, fondamentalement, c'est quand même plus sympa que ce soit cette perspective-là, et pour tout le monde, d'accord, sans espèce de discrédit de principe sur ceux qui n'auraient pas de diplôme. Tout le monde doit pouvoir rêver à ce qu'il fait et se réaliser dans ce qu'il fait, et ça pose d'autres sujets de crise, mais il faut prendre une option entre est-ce qu'on doit aimer le travail, est-ce que c'est bien ou on est dingue, ou bien est-ce qu'il est normal que l'on finisse enfin par connaître la vérité, c'est-à-dire que le travail fait du mal et tue comme la cigarette. Voilà. Et nous en sommes typiquement là. Est-ce qu'on doit aimer le travail? C'est vrai que quand on y passe plusieurs dizaines de milliers d'heures dans sa vie, c'est une question importante. Donc, Dominique, pour vous, même question de départ, est-ce qu'il faut refonder le travail? Oui, alors pour des raisons qui ne sont pas éloignées, je suis d'accord avec ce qu'Emmanuel Barbara a dit sur en gros l'énorme malaise au travail qui existe aujourd'hui. Et puis peut-être je reviendrai sur la diversité des rapports au travail aujourd'hui, parce que ce n'est pas la même chose pour tout le monde. On voit quand même une grande diversité. Alors moi, mon argumentation, elle consisterait plutôt à partir des fantastiques attentes que les gens mettent sur le travail. Je crois que c'est ça dont il faut partir, contrairement à ce qu'on a pu lire ces dernières années. Je crois que les Français continuent à aimer beaucoup le travail. C'est en particulier en France. En particulier en France, absolument. Donc quand on regarde, on a maintenant des enquêtes, alors on peut bien sûr souligner les limites de toutes les enquêtes qui passent avec donc des questionnaires traduits dans les différents pays. Il n'en reste pas moins qu'on a des enquêtes, notamment la World Value Study et la European Value Study, qui nous disent des choses très précises sur le rapport au travail. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que contrairement à ce qu'on a pu nous raconter, les Français sont extrêmement attachés au travail. C'est-à-dire ils font partie vraiment d'un groupe de pays où on est 70% à dire que le travail, c'est très important. Alors vous allez me dire que très important, ça ne veut pas dire qu'on aime ça ou pas. Très important. Et quand on essaye de savoir justement à quoi on peut rapporter ce caractère très important, ce qu'on voit, c'est qu'il y aurait deux grands facteurs qui l'expliqueraient. Un, le caractère élevé du taux de chômage. En gros, on désire quelque chose qui fait défaut, on désire très fortement quelque chose qui fait très fortement défaut. Et puis quand même une autre spécificité française qui est l'intérêt qu'on accorde au contenu du travail, à l'activité de travail elle-même, et à ce qu'elle permet de dire de soi aux autres notamment. Donc on appelle ça l'intérêt intrinsèque du travail. Donc première chose, des attentes extrêmement fortes qui sont posées sur le travail, de nature à la fois, on dit instrumentale, j'ai envie de bien gagner ma vie, mais aussi de nature expressive et relationnelle. J'ai envie de m'exprimer dans mon travail, j'ai envie de vous montrer qui je suis dans mon œuvre, d'une certaine manière, de vous montrer ma singularité, qui je suis exactement, et j'ai envie de travailler dans une petite équipe au quotidien avec laquelle je suis bien. Importance de l'ambiance de travail. Et tout ça s'est porté notamment très très fortement par les jeunes. On dit toujours que les jeunes, enfin on dit parfois que les jeunes sont paresseux, n'ont plus envie de travailler. Bien au contraire, les jeunes sont ceux qui portent le plus ces attentes et également attendent d'avoir un travail utile, attendent d'avoir un travail qui fasse sens, on va dire. Bon, le problème, c'est que ces attentes immenses, je dirais qu'elles se fracassent sur la réalité de ce qu'elles travaillent aujourd'hui.
Donc elles sont terriblement déçues. Et je pense qu'en France, on est un des pays où à la fois les attentes sont les plus fortes et la déception la plus grande. On le voit très bien, je donne 2 exemples. Dans la dernière enquête conditions de travail donc, du ministère français du Travail, on a une enquête qui suit régulièrement, je dis on parce que j'ai longtemps travaillé dans cette direction qui fait cette enquête, c'est une enquête donc, qui donne une image des conditions de travail, et là il y a à nouveau une dégradation forte des conditions de travail ces dernières années, et puis c'est confirmé par l'enquête européenne sur les conditions de travail, où la situation de la France est vraiment pas bonne du tout. Alors pourquoi cette espèce de fossé entre les attentes et leur réalisation en quelque sorte? Parce qu'on a eu quand même alors il y a eu beaucoup d'évolutions ces 20 dernières années. On peut dire que c'est à cause de la financiarisation qui a augmenté les pressions qui pesaient sur le travail, mais il y a aussi d'autres sujets, par exemple beaucoup plus rattachables aux évolutions du travail en tant que tel, notamment des nouvelles formes d'organisation du travail qui se sont développées avec le lean management, le juste à temps, la qualité totale, toutes ces choses qui ont mis la pression sur les salariés. Même chose aussi dans le secteur public, avec le New Public Management, l'évaluation individuelle, la tentation de regarder les performances individuelles des personnes et de les détacher un peu du collectif de travail. Bref, qu'est-ce que ça a donné tout ça? Un stress accru, des risques psychosociaux et en effet, pour certains travailleurs, beaucoup de souffrance et un travail devenu insupportable. Je dis pour certains parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a quand même une diversité des rapports au travail. Il y avait une enquête de l'INSEE il y a une dizaine d'années qui avait essayé de mesurer ça et on voyait quand même qu'il y avait une grande polarisation entre d'un côté, en gros, les chefs d'entreprise, les indépendants, les cadres supérieurs, les professions intellectuelles supérieures, qui mettaient le travail au cœur de leur identité et qui en étaient quand même assez satisfaites. Et puis, d'un autre côté, les professions peu qualifiées où le rapport au travail était vraiment beaucoup plus douloureux, je dirais. Donc voilà pourquoi il me semble qu'il faut refonder le travail. Et alors, je dirais peut-être moins refonder, enfin, le titre, c'était refonder sur de nouveaux principes. Peut-être aller moins chercher de nouveaux principes que réactualiser d'anciens principes. Là, je fais allusion à un juriste que j'aime beaucoup qui s'appelle Alain Supiot. Peut-être vous avez lu son livre qui s'appelle L'Esprit de Philadelphie, qui dit qu'il faut absolument renouer avec l'esprit de Philadelphie, Déclaration de Philadelphie de 1944, où notamment ce qu'on dit, c'est que le travail n'est pas une marchandise et qu'une paix et une prospérité durable doivent s'appuyer sur la justice sociale. Donc il y a des impératifs, je dirais d'une certaine manière, supérieurs à la vie économique, à la compétitivité, c'est la justice sociale. Et donc j'ai envie je m'arrête, d'ouvrir trois chemins pour voir comment on pourrait refonder ces principes. C'est travailler sur l'organisation du travail. Apparemment, il y a des organisations du travail différentes dans d'autres pays en France, enfin plus répandues, dont on pourrait s'inspirer. Refonder l'entreprise et la notion d'entreprise. Il y a toute une série de travaux en ce moment chez les gestionnaires, les sociologues, les juristes, les philosophes, sur l'idée qu'il faut refonder la notion d'entreprise, qui me paraissent extrêmement intéressant. Et puis, sans doute, s'intéresser à la question des normes internationales du travail décent, par exemple sous l'égide du BIT, et peut-être, en effet, quatrième voie, réfléchir à un nouveau partage du travail ou à un partage du travail civilisé versus sauvage. Sur le diagnostic de Dominique Emmanuel, est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien, oui. Non, je suis d'accord. J'élabore. Encore une fois, moi, je suis à la fois, je suis vraiment à la proue du navire, puisque les entreprises me soumettent leurs questions qui ont trait à la fois à ce qu'on appelle du conseil et puis au contentieux. Et ce que j'ai vu au fil du temps, ces 15 dernières années, à l'aune du 21e siècle, ce que j'ai vu, c'est que la nature des conflits ou des questions avait vraiment changé. Et que j'aimerais carrément dire que d'une certaine façon, on est un peu face aux révoltés du bounty. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que la chose s'échappe
à ses promoteurs ou à ses animateurs. La chose, je veux parler de la gestion de l'entreprise, de cet être vivant qui protéiforme, fondé sur des systèmes d'organisation un peu absconses, du genre organisation matricielle. Donc on divise en 1000 morceaux le business. Notre chef, il se trouve à San Diego pour la finance, mais pour les RH, c'est Londres, etc. Donc une illisibilité qui s'est distillée au gré du temps, qui fait que même cette organisation a échappé à ses chefs. Et donc, avant d'aller parler plus bas et d'aller vérifier si oui ou non il n'y a que douleur, d'expression de douleur dans les soutes, en tout cas, les patrons, à l'évidence, ont lâché un peu prise sur le sens même qu'ils donnaient à leur activité. Donc, il y a un vrai sujet sur le management, et il faut dire aussi que cette croyance folle aussi dans les besoins de transparence qui, de façon outrancière, peut conduire à des aspérités tatillonnes, de reporting et process, a tué dans l'œuf ce qui faisait que je servais à quelque chose dans le système, et a ruiné dans l'œuf non seulement le regard que porte mon chef sur ce que je fais, mais sur le regard que je porte moi-même, parce qu'il faut que je passe quand même 40% de mon temps à aller raconter à un ordinateur en tête-à-tête les KPIs et autres joyeusetés pour créer EBITDA, ROE et j'en passe. Et Dieu sait que je suis du côté des entreprises. Mais l'amour vache n'empêche pas que l'on puisse regarder le Rubik's Cube et se dire, dans le fond, n'y aurait-il pas un problème? Parce que dans le temps, dans les années 95, etc., on n'avait pas de questions sur la souffrance au travail généralisée, sur le principe de se demander si transférer de 500 mètres un siège social était de nature à créer une charge émotionnelle ou psychosociale plus grave, etc. Aujourd'hui, on va demander ça au CHSCT avec des tas de gens qui vous disent par A plus B, avec un air pénétré. Il faut qu'on ait l'air aussi très sérieux de se dire, ah oui, c'est vrai quand même que le problème de l'étage et tous les grands auteurs, est-ce qu'on a vraiment les 8,9 mètres carrés par tête? Enfin bon, on se pose des questions. Voilà, étant précisé que nous sommes loin de Germinal, le Germinal qu'on a lu tous là dans la pièce, le Germinal. Donc voilà, on est allé dans l'outrance de reporting, etc. Donc la matière s'est échappée de nous. De ce point de vue-là, ça suscite forcément des questions et de la souffrance, etc. Mais ceci étant dit, et c'est en cela que je suis d'accord jusque-là, mais après je dis non, il ne faut pas laisser gagner se laisser gagner par l'approche doloriste au travail. C'est-à-dire que la démonstration pratiquement d'une prophétie auto-réalisée que le travail épuise, souffre, etc. Songez quand même qu'on est passé de 3000 heures de travail, 3000 à 1600, 35 heures en gros, en moins de 100 ans. Bon, de 3000 heures à 1600. Alors dire que c'était le formidable dans le temps et qu'il valait mieux être à 3000 heures, c'est une option. Je ne vais pas jusque-là. Mais j'observe que il y a aujourd'hui, dans cette manière qu'on a de segmenter le travail et de l'avoir passé au tamis, alors on dit la financiarisation, on dit l'efficacité du management, et pire encore, les grands principes de RSE incantatoires, la main sur le cœur, chez nous, c'est le bien-être, c'est les valeurs, et c'est Noël en décembre. Bon, donc tout ça fait qu'au bout d'un moment, on se regarde et on se dit non, mais attends, t'es sérieux ou quoi? Parce que dans le même temps, on est allé créer des choses totalement paradoxales. Deuxièmement, on n'a jamais été à un point... Enfin, franchement, quand on regarde la tête de mon bréviaire, je vous en parlais tout à l'heure, en le regardant, quand on se fait un tête-à-tête, on se dit, bon, t'es quand même gros, enfin, je veux dire, t'en as des trucs à dire. Oui, j'en ai plein et tout ça, puis il faut protéger le salarié, etc. Est-ce que le brave salarié est plus protégé à la fin de la journée quand on applique bout à bout le rituel et autres process judiciairement sanctionnés, contrôlés par l'administration, tagués de sanctions pénales très graves? Non. C'est-à-dire que si encore c'était l'Éden aujourd'hui, ça serait top et qu'on ne changerait rien, etc. Donc on n'est pas dans l'Éden. Donc pour en terminer sur le travail, non à l'approche de Loris, je pense que tout le monde, et c'est là où je crois que, y compris les tout petits jobs les plus modestes, il faut restaurer, car les travailleurs, au sens générique du terme, ils ont besoin de s'investir, c'est ce qu'on appelle le travail subjectif, l'amour du travail bien fait, et c'est vrai aussi pour une dame qui nettoie, ou une dame ou un messieurs, pardon, j'ai oublié, qui nettoie, voilà, bon, et c'est vrai aussi de la profession intellectuelle très chic et surdiplômée. Donc il y a le travail objectif, c'est-à-dire l'utilité, il faut servir à quelque chose, et donc c'est en cela qu'aujourd'hui on a perdu le sens commun de ce que veut dire utile de mon boulot dans le système, donc on se perd. Et puis il y a le collectif. J'écoutais tout à l'heure, encore une fois, je fais encore un lien avec ce que j'ai écouté tout à l'heure dans le Grand Amphi. On disait la religion, c'est le fait de relier les gens, etc. aussi. Mais le travail, s'il y a bien un truc qui relie les gens, c'est bien le travail, avant d'aller parler de religion. Le travail, ça me relie à l'autre, ça me donne la jubilation. Et c'est pourquoi
J'en terminerai juste par là. L'idée qu'on doive partager encore plus ce fameux travail en supposant qu'il soit sécable dans n'importe quel dispositif. Il y a des jobs qui, par nature, sont sécables et vaut mieux qu'il d'ailleurs ils soient réduits. Mais il y en a plein d'autres où ils sont insusceptibles d'être scindés. Et si c'est le cas, c'est clair que jamais personne n'aura le sentiment de se surpasser, de l'audace de se réaliser. Et c'est quand même encore, on peut espérer, une sorte d'optimisme, en tout cas pour nos jeunes. Donc comment dirais-je, le partage d'un travail autour d'un gâteau qui finirait par s'étioler, moi je dis que c'est certainement pas la solution. Donc restaurons le travail. J'étais impressionné de voir que vous en étiez à avoir des discussions presque intimes avec votre code du travail. Moi, voilà. Je ne sais pas si ça doit être un signe inquiétant ou pas. Sur cette nécessaire refondation, pour vous, la voie, les 2 ou 3 directions clés, c'est quoi? Alors, on arrête de protéger le poste et on protège la personne. D'accord ? Donc on arrête cette idée funeste qui est en train de nous ronger jusqu'à la rate, selon laquelle le CDI c'est le Graal. Je veux dire, on peut l'appeler comme on veut, pour se faire plaisir, parce que le champ sémantique dans notre pays est juste vital, parce que j'ai compris que l'inverse du CDI c'est la précarité. Et Dieu du ciel, non, ça n'est pas l'inverse automatiquement. Et la précarité, encore une fois, c'est péjoratif. Donc protégeons la personne, ça veut dire quoi ? Rendons portables ses droits, les droits notamment au titre de l'accès aux régimes sociaux, etc. Bref, sécurisons-le parce qu'aujourd'hui l'incertitude est au max et on peut comprendre que lorsqu'on leur annonce le plan social, forcément ça raidit. Et que de surcroît, ça permettrait peut-être de réussir à dédramatiser ce moment où ce job tel que je l'exerçais est terminé. Donc rendons premièrement plus flexible, pardon c'est un mot interdit, plus facile le fait de passer d'un job à un autre en rendant moins difficile le fait de se séparer de cet emploi qu'on finit d'ailleurs par ne pas aimer parce que le stress aussi est généré par le fait qu'on est collé là, telle la moule sur le rocher parce qu'on a peur du job suivant. Et deuxièmement, il faut qu'on accepte que serait vu comme une belle carrière le fait d'avoir des successions de statuts. En effet, le salariat, on l'exècre, mais en même temps, c'est le Graal, l'emploi, on veut tous l'emploi, etc. Mais l'emploi, créons-le. Je veux dire, l'auto-entrepreneur, c'est génial. Alors, c'est tatillon à mort, il y a 43 250 conditions et surtout gagner très peu, surtout pas beaucoup. Bon, ok, très bien. Et puis après, passons à d'autres choses, faisons des stages, faisons autre chose. Voilà, en d'autres termes, pour nos jeunes, on ne peut pas poser l'équation de la manière suivante, à savoir une perspective de chômage sans stage parce que c'est interdit, ou bien un travail pénible parce que c'est écrit dessus. Voilà, ça, c'est tout ce qu'il faut obtenir, c'est sortir de là. Bien, ça paraîtrait effectivement assez salutaire. Vous avez lancé un mot qui n'était pas encore entré dans le débat, qui était statut, qui est assez important sur la question du travail. Dominique, vous avez commencé donc à dire qu'il ne faudrait pas refonder sur de nouveaux principes, mais réactualiser d'anciens principes. Donc, réfléchir à l'organisation du travail, réfléchir à ce qu'est l'entreprise. Il y a des travaux. Vous avez cité toute une série de professions. Il y a aussi des économistes qui apportent des choses assez intéressantes. Il y a un livre de l'économiste Olivier Favreau qui est paru récemment et qui dit qu'on a confondu de plus en plus dans les entreprises l'individu et la personne. Et l'individu, on l'évalue sur des bases individuelles, on la coupe du collectif que vous évoquiez à l'instant, et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est la personne. Donc, repenser l'entreprise, repenser les normes internationales, et puis partage du travail sur lequel on a évidemment senti qu'il y avait une légère opposition entre vous deux. Sur ces 4 principes, qu'est-ce qui vous paraît le plus important? Qu'est-ce qui vous paraît le plus prioritaire? Le plus prioritaire, je pense qu'il faut partir du plus général, c'est-à-dire, alors il faudrait faire à chaque échelle en même temps, mais le plus général, ça serait en effet de réinstaurer des normes internationales du travail qui permettraient d'éviter l'espèce de dumping social auquel on assiste actuellement. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on a des entreprises qui mettent en compétition les droits nationaux. Et qui vont là où c'est le plus offrant. Alors elles font ça avec le droit du travail, elles font ça manifestement avec le droit fiscal, donc elles s'amusent beaucoup au détriment de l'intérêt général de chaque pays quand même, faut le dire. Donc je pense qu'il est très 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 urgent de mettre en place des normes internationales, qu'il s'agisse de l'environnement. Concrètement justement. Concrètement, toutes les normes du BIT, toutes les conventions du BIT, où pour l'instant les États peuvent décider de les signer ou de ne pas les signer.
a par exemple signé la Convention 158, ce dont je me réjouis, donc sur le licenciement, la manière, les modalités, la manière dont on doit licencier. Bon, donc instaurer des normes internationales qu'il faudrait évidemment adapter, parce qu'on ne peut pas avoir exactement les mêmes normes pour des pays émergents et pour des pays très, très développés. Mais voilà, dont on pourrait s'assurer du respect. Aujourd'hui, on a des tribunaux où on a au moins un organisme qui permet de régler les différends pour l'OMC, donc pour le commerce, mais on n'a rien de semblable pour le travail. Or, c'est bien là-dessus que les entreprises s'amusent à mettre en compétition les droits nationaux. Et elles réussissent très bien, puisqu'on voit bien que tous les gouvernements nationaux essayent d'abaisser leurs normes, d'abaisser leur coût du travail et d'abaisser leurs normes sociales pour attirer les investissements et les capitaux. Donc je pense que la toute première chose, c'est ça. Bon, ensuite, j'ai un léger désaccord avec Emmanuel Barbara, mais c'est pas grave, heureusement en même temps. Bon, surtout ce qu'on nous raconte sur le code du travail et sur le CDI. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le contrat à durée indéterminée, ça reste une clé, et ça reste une clé pour les individus. On le sait très bien, hein, quand ils vont demander un prêt à une banque, on va aller regarder leur contrat. Alors peut-être que c'est pas merveilleux, mais je pense que ça reste une clé très, très importante, et je pense qu'on va beaucoup trop loin, enfin je pense que c'est complètement faux, de mettre sur le dos du droit du travail tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, le fait qu'on n'arrive pas à créer de l'emploi, qu'on est dans un chômage de masse, etc. Je crois qu'il y a franchement très très peu de choses à voir. Alors vous disiez, Emmanuel, il faudrait arrêter de protéger le poste et protéger la personne. Moi j'ai longtemps plaidé pour ça aussi, depuis... j'avais fait pas mal de travaux autour le rapport Cahus-Kramars, le rapport Tirole, Blanchard-Tirole en 2003, etc. En fait, j'y crois plus. J'y crois plus parce que c'est très joli de dire on va supprimer très très facilement les emplois et puis on va bien accompagner les personnes, hein, Cahus-Kramars, on va bien accompagner les personnes avec un bon service public de l'emploi et de bonnes indemnités chômage. Mais petit 1, et puis comme ça, ils retrouveront un nouvel emploi. Petit 1, souvent, les services publics de l'emploi sont mauvais. Je suis désolée, voilà. Bon, alors, ils ne sont pas tous comme dans les pays nordiques, mais les nôtres ne sont pas nécessairement hyper efficaces. Deuxièmement, les indemnités chômage. Ben, vous avez vu que juste après, on nous dit que les indemnités chômage, elles sont trop élevées. Donc, on va aussi les baisser. Et puis, troisièmement, les gens vont retrouver un nouvel emploi. Mais est-ce que c'est sûr qu'ils vont retrouver un nouvel emploi? Et surtout, est-ce que ce sont ces gens-là qui vont retrouver de l'emploi? Ou est-ce qu'on ne va pas tout simplement les laisser sur le côté, ne plus jamais s'en occuper et les laisser dans leur coin? Voilà. Donc, moi, je n'y crois plus. J'ai longtemps cru, puis j'ai écrit un bouquin sur le modèle nordique, je trouvais que c'était ce qu'il y avait de mieux. Mais bon, je continue à penser que c'est pas mal, le modèle nordique, mais vous voyez, il faut un ensemble de conditions pour que ça marche. Il faut une coordination très, très forte. Et là encore, si on regarde comme ce qui se passe dans le modèle nordique, hein, ils mettent bien ça en œuvre, mais ils ont des taux de syndicalisation de 80%. Et donc tout ça est hyper contrôlé finalement. Donc on ne peut pas s'amuser à dire oui, on va prendre certains éléments qui nous plaisent du modèle nordique, mais avec un taux de syndicalisation à 8, ce qui serait à mon avis une totale catastrophe. Emmanuel, je voyais réagir. Non, pardon, effectivement, vous avez raison, il faut préciser le point. Moi, ma passion pour les services publics est telle que non, je ne voyais pas remettre tous ces braves gens entre les mains du service public de l'emploi que vous dites être peu susceptible de remplir sa mission, et pour des tas de raisons d'ailleurs qui échappent aussi à leur... Non, moi je ne vois pas ça comme ça, je ne vois pas ça par le service public, moi je vois ça par le service privé, et qui est le suivant. Je voudrais vous donner une anecdote. Depuis la grande loi sur la sécurisation de l'emploi, qui a modifié radicalement les modalités justement du plan social, etc. Aujourd'hui, on négocie à la fois avec les organisations syndicales et la directe, c'est-à-dire l'État, pour obtenir soit un accord, soit une homologation lorsqu'on passe en unilatéral. Peu importe. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le cadre de la confection de ce fameux plan social, dont moi je dis qu'il est un des motifs pour lequel on est dans une ambiguïté qu'il faut lever, c'est que je rappelle que le plan social, ça ne veut pas dire plan de licenciement. Pardon, mais là, c'est passé comme une sorte de synonyme. Le plan social, ce sont l'ensemble des mesures qui évitent précisément à ces gens dont on va retirer l'emploi tel qu'il est exercé à la minute, des mesures pour faire en sorte qu'ils ne tombent pas précisément dans le service de l'emploi. On est d'accord, c'est-à-dire que c'est écrit comme, enfin, un peu mieux que ce que je dis, mais enfin, en gros, c'est toutes les mesures qui font qu'on ne va pas au chômage. C'est ça, un plan social. Donc, et vous voulez que je vous dise, c'était déjà le cas, etc. Mais cette perversité dans laquelle on est telle qu'aujourd'hui, le Graal, encore une fois, c'est l'indemnisation. C'est le
Le chèque, alors le chèque valise, c'est la surindemnité, etc. Donc tout le monde court, y compris avec, pour certaines, en tout cas, il ne faut pas généraliser, mais en tout cas pour certaines directes, une espèce d'aimable, comment dirais-je, invitation à bien vouloir voir, à donner un peu plus d'argent, de cash, le fameux chèque, pour faciliter et fluidifier le dialogue social. Eh bien, pardon de le dire, mais vous voyez, c'est là où je dis qu'on est dans l'ambiguïté qu'il faut lever. Quand je dis qu'il faut dédramatiser la fin de l'emploi, etc., et faire en sorte que ça soit moins une tragédie, etc., et que donc accompagner les gens dans l'emploi, c'est pour de vrai, et c'est le boulot de l'entreprise. Ça veut dire que ça passe, on a des grands mots à la bouche, du genre l'employabilité, etc. Mais plus prosaïquement, c'est en effet se débrouiller pour suivre les gens et leur donner les moyens, pas au moment où on leur dit, vous allez rire, je vais vous parler de mobilité, au moment du plan social. Non, non, la mobilité, c'est dès qu'on rentre dans la boîte. On va falloir travailler, changer de compétences, etc. Donc, aujourd'hui, de donner de l'argent pour avoir la paix avec FR3, les merguez et le reste, c'est une erreur dramatique parce qu'on aggrave la situation que l'on veut arranger. Il faut mettre les gens au travail, ça veut dire mobilité géographique, c'est pas dans le genre de la France, j'ai bien compris. Enfin, à un moment donné, il va falloir que tous ces jeunes gens qui prennent Internet, etc., et l'avion et Erasmus sans arrêt, le prennent aussi pour changer de boulot. Donc, il y a ça, et puis il y a la mobilité professionnelle. Donc, il faut faire ça. Il faut faire en sorte que les gens travaillent et soient en situation de travailler et pas de percevoir bêtement de l'argent passivement pour être, évidemment, le cas échéant, dans un coin ensuite. Voilà. Avant de prendre les questions du panel, je voudrais simplement poser une petite question avec le thème général de cette cité de la réussite, l'audace. Donc, sur le travail, l'audace aujourd'hui, ça serait quoi, Dominique ? Je pense que ça serait en effet de remettre le salarié ou le travailleur, alors parce qu'il n'y a pas que le salarié, remettre le travailleur au centre du raisonnement, réencastrer l'économie dans le social, arrêter de penser qu'on va faire de la compétitivité à outrance, même en ayant un coût social très, très élevé, et puis essayer de réparer après. Je pense qu'il faudrait internaliser tout ça, en effet. Alors, je suis d'accord sur le diagnostic, mais après, on tombe sur la poule et l'œuf, c'est-à-dire sur le plan social, bien sûr, les gens réclament de l'argent parce qu'ils n'ont plus que ça. Je pense qu'ils souhaiteraient quand même continuer à travailler, mais alors après, on tombe, j'en touchais un mot tout à l'heure, sur les autres modèles. Par exemple, en Allemagne, il y a de la cogestion, donc vous voyez, je prône le modèle allemand, non pas pour les réformes Schröder, mais pour cette manière de travailler ensemble, pour le fait que les salariés sont impliqués très, 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 très en amont, quand il y a des événements dramatiques, en quelque sorte. Donc voilà, je pense que l'audace, c'est, au lieu de se laisser aller à des dogmes économiques ou au principe de la valeur pour l'actionnaire, enfin toutes ces choses qu'on entend depuis 20 ans et qui nous mènent complètement dans le mur, remettre le travailleur au centre de nos réflexions et rééquilibrer les choses. Emmanuel ? Confiance. Faisons confiance 2 minutes et ne nous trompons pas d'objectif. Faisons confiance au bon sens qui a totalement disparu du radar. Le bon sens pour gérer les gens et les relations, qu'elles soient individuelles ou collectives. Et entre parenthèses, vous évoquiez d'un mot la problématique de la négociation collective, de prendre en amont, etc. Nous avons une différence culturelle dramatique avec l'Allemagne et le Nord, c'est que nous sommes dans le conflit, on est bâtis comme ça, et parce qu'on est idéologisés les uns et les autres, il n'y a pas de débat là-dessus, on ne va pas rentrer dans... Voilà, c'est idéologique avant même de regarder ce qui n'est pas le cas en Allemagne, et quand ils se mettent d'accord, et c'est pas facile, ils se mettent d'accord à coup de débat viril, mais c'est pas le débat, mais ils ont néanmoins l'objectif de faire quelque chose pour cette entreprise, alors que c'est pas notre cas. C'est juste pas notre cas. Un mot, Dominique, ensuite. Je ne sais pas si on avancera en disant que c'est culturel. Parce que, souvenons-nous, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, en Danemark ou Suède ? Danemark, 1899, il y a une grève terrible et un conflit horrible, et ils s'en sortent en disant, d'accord, maintenant, on s'entendra, en effet. Et il se passe la même chose en 1938 en Suède. C'est-à-dire cette idée qu'on va tellement tous y passer à se taper dessus entre employeurs et salariés qu'il vaut mieux s'entendre. Et en effet, on décide de s'entendre et vraiment de se faire confiance. C'est-à-dire le salarié au centre, il y a des syndicats hyper forts, etc. Je ne sais pas si nous, on est capable de faire ça. Alors, peut-être pas, c'est pas culturel, c'est qu'on ne s'est pas doté des institutions qui nous permettraient qui nous auraient permis de le faire. Question des étudiants qui ont maintenant travaillé sur le travail. Merci de vous présenter. Donc bonjour, je m'appelle Ashkan, je suis étudiant à l'NCA et je fais partie du programme d'égalité des chances de l'ESSEC. Donc ma question s'adresse à vous deux, peut-être plus particulièrement Emmanuel Barbara. Vous avez parlé du plaisir au travail, du plaisir de bien faire son travail.
Et aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui cumulent les travails, les jobs afin de gagner leur vie. Est-ce que vous pensez que d'ici 20 ans, cette notion d'épanouissement au travail aura disparu? Si oui, comment faire pour qu'elle persiste? C'est triste ce que vous dites. Non, je n'avais pas prévu de pleurer ce soir comme ça. C'est trop triste. Et plus sérieusement, ça doit être véritablement... Enfin, en tout cas, moi, j'ai des enfants qui sont un poil plus jeunes que vous. Et vraiment, je souhaite qu'ils s'épanouissent dans ce qu'ils feront. Et quel que soit leur travail, de grâce, arrêtons cette espèce de condescendance qui voudrait que le travail fût beau uniquement lorsque on flirte avec les cieux intellectuels. Non, tout travail est beau et c'est ça qu'il faut absolument restaurer. Et on peut le restaurer, non pas à coup de normes, etc., et à coup de règles de droit qui viendraient toujours comme postulat poser le principe selon lequel l'employeur est nécessairement animé par l'envie de causer une mauvaise manière à son salarié. D'accord ? Ça serait déjà un grand, grand pas. Juste de poser une norme et pas un idéal, ou bon, peu importe. En tout cas, l'épanouissement au travail qui permet... Alors ça veut dire quoi l'épanouissement au travail? Une fois qu'on a dit ça, c'est très sympa. Ça veut dire que ce que je fais, je sais à quoi ça sert. Ça veut dire qu'on me le dit. Ça veut dire que je sais que je travaille avec autrui, je sais quelle chaîne j'allais dire, de solidarité à laquelle elle correspond, et surtout, c'est un investissement dans lequel je m'implique, donc je m'implique psychiquement, et donc j'en attends un beau résultat. Donc il y a l'aspect subjectif, objectif et collectif. Dernier point, pour ça, il faut que le regard que moi je porte sur mon boulot, et que le regard que porte la communauté autour de moi, c'est-à-dire l'entreprise, soit en effet plus bienveillante, et plus bienveillante au sens de, il ne faut pas être dans le pays des bisounours, j'ai bien compris, mais soit simplement, restaurant simplement la notion de place et fasse en sorte que ça ne soit pas uniquement une ligne d'EBITDA ou je ne sais quoi, et que ce travail devienne visible à celui qui l'exerce. C'est rien de très scientifique et de très magique, mais je peux vous dire que les entreprises qui fonctionnent bien, et vous savez comment on pourrait le faire ? Tout bêtement, en réutilisant les vieux tromblons que sont les accords d'intéressement de la loi avec le général de Gaulle, avec la participation, c'est de donner des indicateurs, etc., de performance. Encore une fois, c'est toujours une terminologie façon financière et moche, mais fondamentalement qui permettent de restituer et de faire comprendre, il y a des tas de boîtes qui arrivent à le faire, de mettre en place des dispositifs qui permettent de montrer, grâce à une intelligence collective et individuelle, d'arriver à améliorer tel ou tel truc ou tel indicateur qui ne soit pas nécessairement économique. Et dernier point, cette opération permettrait que l'on retrouve une sorte de bien vivre ensemble, c'est-à-dire juste sereinement et non pas en chien de faïence, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on a un sentiment de défiance perpétuelle, quel que soit le lieu où on se trouve dans le travail. Dominique, sur la question de l'épanouissement, est-ce que dans les études que vous avez compulsées ou menées, vous avez vu une évolution de ce sentiment d'épanouissement, une dégradation ? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça, mais quand vous posez la question de savoir si dans plusieurs années on pourra encore s'épanouir au travail, ça me fait penser à une importante note du MIT qui date de janvier 2012, qui s'appelle The Race Against Machine, et où le MIT raconte que tout le travail va entièrement changer. La nature même du travail va changer à cause de la révolution technologique et de l'automatisation. Dans cette note, on nous dit que Rifkin avait raison, c'est la fin du travail. Mais dans le travail qui restera, qui sera un travail très qualifié, très intellectuel, en dehors des organisations hiérarchiques, eh bien ce travail-là, ça sera une passion. Ça fait exactement penser au jeune Marx des manuscrits parisiens de 1844, quand Marx disait que si on travaillait comme des êtres humains, alors nos productions seraient autant de miroirs tournés l'un vers l'autre. On a vraiment l'impression de ça. Alors moi, j'y crois pas à cette affaire du MIT. Je ne crois pas d'abord que tout va être automatisé à ce point. Et je pense que si on ne met pas un certain nombre de choses en place, ça ne se traduira pas par de l'épanouissement et par du travail passion. Parce que j'ai un léger désaccord avec Emmanuel quand elle dit que tout travail est beau. Bien sûr,
tout travail est beau si on se dit que toute activité humaine permet de transformer ce qu'il y a en face de soi, de donner un sens à la nature et du coup de nous développer nous-mêmes. Mais ça dépend quand même drôlement des conditions dans lesquelles tout ça est réalisé. Si vous le faites, si vous êtes quelqu'un qui avait un marteau-piqueur et qui travaillait 10 heures dans la journée sous un soleil à 40 degrés sans pouvoir vous arrêter, je ne sais pas s'il trouve le type ou la femme que le travail est beau. Donc non, mais je pense que les conditions sont vraiment hyper importantes. Et quand vous disiez je sais à quoi je sers, c'est exactement ce que Durkheim disait du travail. Il disait le travail c'est hyper important, c'est ce qui tient la société ensemble. Le travail exerce une fonction morale. Et pourquoi ça marche à tous les coups, même avec la division du travail? Parce qu'il suffit que chaque travailleur sache à quoi il sert dans la grande machine. Et un peu plus tard, en 1950, Friedman disait « Durkheim s'est trompé parce qu'il est faux que chacun puisse comme ça avoir une vision générale. » Il y a des gens qui savent absolument pas à quoi sert leur boulot. Je vous renvoie à un très joli livre de Crawford, Matthew Crawford, qui s'appelle « Éloge du carburateur », où il rentre dans le détail pour montrer combien le sens du travail pour certains est absolument inexistant. Et là, je sors d'une série d'enquêtes où on a fait 250 entretiens sur la reconnaissance au travail, et vous voyez vraiment des situations mais invraisemblables, où on a tellement voulu faire passer une rationalité économique que vraiment, vous avez des gens qui font des choses 8 heures de suite, vous vous demandez pourquoi ils ne jettent pas par la fenêtre, quoi. Donc, en soi, tout travail est beau, mais les conditions, c'est quand même hyper important. Autre question du panel? Je veux pas en quoi on s'oppose. Pardon, parce que c'est important de ne pas laisser comme ça perdurer des fausses. Je vois pas en quoi on s'oppose sur ce terrain-là, parce que je constate avec vous que le type avec son marteau-piqueur à 30 degrés ne vive pas l'exaltation, etc. Je vous le concède bien volontiers. Mais le débat n'est pas là. Il n'est pas, d'abord, grâce à Dieu, c'est pas la majorité des gens. Et il faut quand même aussi ne pas prendre le spécifique pour le général, parce que le problème, c'est la capillarité du raisonnement. Et pardon de rebondir, parce que c'est trop le discours ambiant. À chaque fois qu'on va parler du boulot, il va falloir qu'on trouve l'histoire du type qui, etc., à fond de cale et tout. Bon, d'accord. Et hélas, ceci ne retire rien à cela. Il y en a rien énormément. Pour les autres. Il y en a énormément. Je sais pas, on peut prendre. Non, mais il y en a énormément. Ça ne peut pas être la majorité. Et en supposant même que ce soit la majorité qui en bave autant, il y a des gens qui aiment faire ça. Mais je veux oui. dire, et on a vu des tas de témoignages. J'ai lu des tas de bouquins. Il faut lire le Pierre-Yves Gomez sur le travail invisible. C'est très intéressant. Il prend des tas de cas de. Ok. Des cas, mais je suis d'accord. Je dis juste qu'il faut qu'on regarde les conditions. L'aide à domicile, la femme qui fait les toilettes tous les jours et qui doit le faire en un quart d'heure. Elle doit arriver, téléphoner, se dépêcher de le faire en un quart d'heure, puis téléphoner pour dire qu'elle est bien repartie. Peut-être que son travail est beau et hyper utile, mais les conditions dans lesquelles elle le fait vont rendre ce travail très différent. Dans un cas, ça sera l'horreur, et dans l'autre cas, ça sera super. Voilà. Autre question du panel. Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Simon Pierre, je suis étudiant à HEC. Et aujourd'hui, le chômage est endémique, il atteint des niveaux records, en particulier pour nous les jeunes. Il est à entre 22 et 25% selon les années. Et pourtant, vous deux, dans vos différentes interventions et ouvrages, vous parlez de la responsabilité sociale des entreprises. Vous, Madame Barbara, à travers le concept d'entreprise-providence, et vous, Madame Méda, à travers le travail comme lieu de socialisation. Il y a une responsabilité en termes d'égalité, en termes de transition énergétique, etc. Mais ma question, c'est dans une situation actuelle avec un tel chômage où en plus de ça, il n'y a pas de croissance, en plus de ça, travail et précarité sont souvent associés, travail et inégalité sont souvent associés, les comptes publics ont besoin d'être assainis, donc on ne peut pas vraiment faire confiance à l'État pour financer des politiques là-dessus. Comment on fait pour que la responsabilité sociale des entreprises puisse être mise en relation, malgré tout, avec le fait que ces mêmes entreprises ont besoin de remplir un carnet de commandes et ont besoin de faire face à une compétition internationale et tous les problèmes que je viens de dénoncer. Merci. Dominique, je vais vous demander d'être concise parce que vous pourriez parler 1h30 sur ce sujet. D'accord. Vous avez prononcé un mot important, le retour de la croissance. On ne sait pas si la croissance reviendra. Moi, je pense en effet qu'il faut faire comme si elle risquait de ne pas revenir. Et se demander du coup, qu'est-ce qu'on fait là, à très court terme? Pas se dire, je supplie que la croissance revienne. D'accord, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Deuxièmement, je crois qu'il faut prendre une autre chose très importante en compte, c'est les contraintes écologiques dont on est en train de prendre conscience et qui nous obligent à repenser complètement notre modèle de développement. Donc, entrer dans une sorte de reconversion écologique et mettre cette reconversion
reconversion écologique au service précisément du malaise du travail, de la résolution du malaise du travail et de la crise de l'emploi. Donc je pense qu'une véritable reconversion écologique, elle devrait permettre de créer plus d'emplois parce que, je vais très vite, une production plus propre nécessitera un plus grand volume de travail. Et je crois aussi qu'il faut, alors là j'ai peur qu'on soit très en désaccord, mais donc quand même, je crois qu'il faut partager le travail. Ça ne veut pas dire partager un gâteau qu'on ne pourrait pas augmenter, ça veut dire substituer au partage existant un autre type de partage. Le travail, il est toujours partagé. Et comparer le mode de partage actuel en Allemagne et en France. En Allemagne, vous avez de longs temps complets pour les hommes, des tout petits temps partiels précarisés pour les femmes. En France, c'est légèrement différent. Moi, je préfère un type de partage du travail où on réfléchit sur la norme de travail à temps complet, on essaye d'y faire rentrer le plus de personnes possible, versus le modèle de partage du travail allemand ou des Pays-Bas, ce qui est exactement pareil. Et puis, dernier point, pour ramener les personnes qui ne sont pas dans l'emploi véritablement dans l'emploi, eh bien, on met en place d'immenses programmes de formation. On se sert de l'AFPA, donc, qui est en train de décliner considérablement. Bref, voilà, on met en œuvre de grands programmes de requalification. Par exemple, la Finlande avait fait ça à une époque, requalification de 100 000 personnes pour les ramener dans l'emploi. Emmanuel, oui, parce que sinon j'arrive... Hein, voilà. Donc le chômage des jeunes, quoi, en gros, hein, le chômage des jeunes. Alors dans le verbatim que l'on tient du côté plutôt du MEDEF, c'est l'idée d'alléger les possibilités de faire sortir les salariés du contrat de travail pour faciliter l'embauche. Cette idée qui paraît contre-intuitive et que le juge a estampillée comme complètement sotte, il l'a écrite toutes lettres, hein, donc voilà, c'est clair, donc c'est juste pas la peine d'aller poursuivre là-dedans, pose un vrai problème quand même de fond parce que l'accès à l'emploi est considérablement ralenti pour ces jeunes gens. Alors il y a une distinction à faire selon qu'on est diplômé ou pas diplômé, hein, c'est ça la difficulté, parce que chez les jeunes diplômés, cette friction sur l'emploi existe, mais elle n'est pas considérable à la différence de ce dont on parle, et là de jeunes gens qui n'ont pas du tout de qualification, donc on ne parle pas de la même chose. Mais en tout état de cause, je sais pas, moi je ne suis pas savant, ni économiste, ni rien du tout de tout ça, ni politique, mais intuitivement quand même, on peut penser, contrairement à ce qu'a créé la Cour de cassation, que dans le fond, si je n'ai pas l'angoisse de ne pas savoir comment payer, indemniser la cessation du contrat de travail, eh bien, si c'était plus facile, probablement je le ferais plus aisément. Il reste un dernier truc intéressant, c'est qu'on observe que 80% des emplois aujourd'hui ont une durée de moins d'un mois et sont en CDD. Très bien. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que précisément, l'employeur, funeste, l'employeur contourne les règles du CDI. Donc il y a un moment donné où c'est trop d'impôts tue l'impôt, trop de règles fait que j'évite le problème, et j'ai pourtant quand même besoin des humains. Et donc vous voyez, là encore, on est dans une sorte d'ambiguïté que l'on est en train de démontrer jusqu'à la lie. Et c'est le dernier point sur le partage du travail, mais ce monde dans lequel on serait interchangeable, on aurait 10 heures de boulot chacun pour accomplir la même tâche à la queue leu, mais en supposant que ce soit le Graal, mais enfin c'est juste... Enfin, c'est pas une perspective. Enfin, j'espère ne pas être concerné par ce monde-là. Mais voilà, c'est juste un point de vue d'idée là. Caricaturez légèrement là, quand même. Non, le partage du travail, ça revient à ça parce qu'on l'a fait sur les 35 ans. N'oublions pas qu'on l'a fait. On est les seuls à l'avoir fait. Les Allemands l'ont pas fait. D'ailleurs, ça pose aujourd'hui la question de savoir s'ils ne pourraient peut-être pas travailler un peu plus. Et plus de travail générerait sans doute plus de travail. Enfin, mais les Allemands l'ont fait d'abord d'une certaine manière avant nous, pas comme nous. Mais surtout, ce à quoi on a abouti, c'est exactement à la même chose. Vous savez qu'en durée hebdo, on travaille, nous les Français, plus que les Allemands. Il faut quand même le redire. Donc c'est le type de partage qui est différent. Hein. Je redis, si contrairement à Rexecode, vous acceptez de prendre aussi en considération les temps partiels, hein, qui sont féminins, donc Rexecode fait comme s'il n'y avait que les hommes qui travaillaient. Donc si on accepte de prendre en compte les temps complets plus les temps partiels, les Français travaillent plus que les Allemands. Et donc il y a simplement deux modes de partage du travail. Sans doute beaucoup plus. Autre question du panel ? Oui, bonjour, donc je m'appelle Bohémond, je suis étudiant à l'ESSEC. En fait, j'aimerais bien poser une question sur le droit du travail et pourquoi il est aussi gros en France. Mais je pense que ce n'est pas le sujet. On parlait plutôt alors, du travail en soi. En fait, j'avais une question. En fait, j'avais commencé à lire un livre d'Axel Honneth sur la lutte pour la reconnaissance. Et je me demandais, en fait,
là on parle du travail, on dit qu'il y a moins de travail qu'auparavant parce qu'on a plus de temps libre. Et donc, pour prendre un peu l'inverse du sujet du débat, en fait, comment refonder les principes du temps libre aujourd'hui? Dominique? Il y a une très jolie étude du CREDOC, je vous y renvoie, qui s'appelle Le loisir à l'ombre de la valeur travail, qui montre que contrairement à tout ce qu'on raconte, les Français ne bénéficient pas de plus de loisirs que les autres, plutôt de moins, et surtout qui sont, c'est un peu ce que je vous racontais tout à l'heure, hein, tellement attachés à la valeur travail, d'une certaine manière, qu'ils n'osent pas avoir envie de plus de loisirs ou plus jouir du loisir. Donc comment refonder le temps libre aujourd'hui, c'est quand même une sacrée question, parce que vous voyez bien que c'est tellement important, les questions du chômage, du travail, avoir un travail, qu'on ose à peine dire qu'il faudrait du temps libre. Et là, je renvoie à un magnifique livre d'un sociologue quantitativiste, hein, qui travaille sur les enquêtes emploi du temps, qui s'appelle Laurent Lénard, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle La famille désarticulée. Et il montre notamment comment aujourd'hui il y a une désynchronisation énorme des horaires, il travaille aussi sur le travail du dimanche, travail horaire atypique, etc. Et il montre comment la désynchronisation des horaires détruit le lien familial, en fait. Et principalement, évidemment, chez les gens qui ont le plus de désynchronisation, c'est-à-dire les non qualifiés, les plus... Je vous rappelle que dans le premier gouvernement de François Mitterrand en 1980, il y avait un ministre du Travail et un ministre du Temps libre. Autre question? Bonjour, je m'appelle Camille Esther, je viens de l'UTC. Alors ma question c'est... C'est l'Université de technologie de Compiègne. Oui, pardon. Bon. Ma question c'est sur la phrase du débat, refonder le travail sur de nouveaux principes. Est-ce que ce serait créer, tout jeter à la poubelle, créer de nouveaux principes, inventer, ou est-ce que ce serait, comme vous l'avez un petit peu dit, restaurer et revenir sur des principes qu'il y avait avant ou d'autres modèles qu'on trouve dans le monde? Alors Dominique a déjà commencé à y répondre. Est-ce que vous... Je pense, tout jeter à la poubelle, on ne peut pas. Hein. C'est toutes les théories du past dependency, le sentier de dépendance. On a des traditions, on a des institutions. C'est impossible, même si on le souhaitait. Même si on se disait ce qu'il y a de mieux, c'est tout jeter à la poubelle. On ne peut pas. On peut pas. On a une histoire, on l'a dit tout à l'heure, hein, une histoire où le conflit est très important. Bon. Donc, refonder sur de nouveaux principes. Je pense qu'il faut en effet aller un peu regarder ce qui se passe ailleurs, même s'il faut arrêter les modèles. Ça fait 15 ans qu'on parle des modèles en France, le modèle néerlandais, puis le modèle irlandais, puis maintenant puis le modèle nordique, puis le modèle allemand. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête et qu'on regarde en effet. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas des choses à aller chercher aussi quand même, de bonnes choses dans notre histoire? Oui, pour moi, mais lisez ce bouquin de Suppiot, hein, L'Esprit de Philadelphie, ça contient... Alors on vous dira, ah ben d'accord, vous voulez revenir à des trucs de 44, mais c'est fini. Non, je ne crois pas du tout que ça soit fini. Je crois que l'idée que ce qu'on doit absolument éviter, c'est peu à peu d'organiser une compétition telle que ça se finirait en guerre. Hein. C'est pas pour rien que cette déclaration de Philadelphie, elle a lieu alors que la guerre n'est même pas finie. Et qu'on se dit, si on veut que ça ne recommence plus jamais, il va falloir de la coopération, de la solidarité et de la justice. Je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie ça. Emmanuel? Oui, pour ça, il faut avoir confiance dans le travail et se dire que c'est encore le meilleur truc qui arrive à l'homme. Donc c'est juste le postulat, moi, qui me pose un problème. Sur le code du travail, jamais dans la vie, personne n'imaginera passer ce malheureux, mon copain dans le shredder, parce que c'est pas notre genre de beauté et parce que surtout notre croyance folle dans la loi qui permet d'améliorer la situation précédente. Je rappelle quand même que sur n'importe quel sujet, on y vient à peu près 4 à 5 fois, 6 fois sur l'égalité homme-femme, mais cette fois-ci, ça y est, depuis le 4 août, c'est l'égalité réelle. Bon, une fois qu'on arrive au réel, je ne peux pas croire qu'ils vont nous dire non, mais réel. Donc voilà. Mais réel pour de vrai. Et tout ça vient empiler des règles improbables dans le dit code du travail qui, à force de dire qu'on est égaux, il ne sait plus comment faire de plus. Mais enfin, il y a des articles et puis des sanctions à la clé. Bon, très bien. Donc lâchons un peu les sanctions. Faisons un tout petit peu confiance. Ayons envie de donner envie à nos jeunes, soit de créer leur boulot tout seul. L'entrepreneuriat est un truc qui existe et qui peut-être qui devient tendance. Faisons en sorte que ce soit moins lourd que de vivre. Et dernier point, comment refonder un code du travail New Look? Quand on a dit que la LSE, la loi de sécurisation pour l'emploi du 14 juin 2013, était la grande loi fondatrice des grandes relations, etc., on aurait pu, plutôt que d'aller l'exploser façon puzzle dans le code du travail, mais dans tout le code du travail, de le garder en entier, puisque le chapitre 1 répondait au chapitre 2, qui répondait au chapitre 3, parce que c'était en gros du donnant-donnant, nonobstant ce qu'a dit le ministère du Travail à l'époque,
Mais il n'empêche qu'au moins il y avait une cohérence et qu'enfin on aurait pu dire, voilà, ça c'est le 21e siècle, le reste c'est un peu passé. Donc tout ce qui sera en contradiction avec ce que j'appelle le 21e siècle, c'est-à-dire la LSE, c'est-à-dire encore une fois l'avenir radieux, gna gna, eh ben, on l'applique et les autres, on l'appliquera si ça ne marche pas. Mais en tout cas, on le laisse entier. Ça serait formidable. Là, moi, ce qui me frappe sur la question du travail, sur cette question de tout remettre table rase ou non, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une évolution vers une conception qui devenait très dominante pendant le XXe siècle, et notamment la seconde moitié du XXe siècle, qui était le salariat. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est en train de repartir vers une diversification très très variée des formes de travail. Et donc on est parti d'une base qui paraissait devenir la règle générale et qu'on est en train de repartir vers quelque chose de beaucoup plus diversifié. Enfin, moi je pense que c'est quelque chose d'important. Est-ce qu'il y a une dernière question du panel avant de prendre des questions de la salle? Oui. Bonjour, je m'appelle Gabrielle, je suis étudiante à Sciences Po X. Je t'ai posé une question par rapport à la place de la femme dans le travail. Surtout vous deux qui, du coup, êtes des femmes. Finalement, la précarisation du travail touche surtout les femmes. Et s'il faut refonder le travail, est-ce qu'il ne faut pas refonder surtout la conception de la femme dans le travail? Là, je voulais savoir votre point de vue sur le sujet, très rapidement. Alors, on est mieux que l'Allemagne, c'est tout ce que je peux dire. Enfin, alors là, je le dis tout de suite avant on est mieux que l'Allemagne, parce que les Allemands n'aiment pas leurs femmes au travail. Enfin, plutôt, pardon, c'est très de dire ça, mais enfin, du moins, ils ne font pas de promotion. Et c'est vrai que j'ai été frappée, moi, de voir des femmes absentes de toute instance dans l'entreprise plutôt élevée, et me raconter des anecdotes assez croustillantes sur le thème. Il y a un moment où assistante, c'est déjà pas mal, hein, et puis en fait, à un moment donné, il faut aller faire des enfants, donc on ne peut pas tout faire. Et je pense franchement, au-delà de la perfection, des imperfections qui correspondent à notre situation, qui sont notables, recensées et travaillées, vues, visées, etc., je crois que schématiquement, la place de la femme dans l'emploi, dans le travail, je veux dire, dans l'équivalence homme, s'améliore quand même. Enfin, il ne faut pas toujours... ça s'améliore, on voit grandir... et apparaître des femmes dans les hautes instances. Alors certes, il y a eu la loi sur les quotas pour le conseil d'administration, bon, on peut ou pas aimer, mais en tout état de cause, on fait des choses, et pour une fois, ça serait bien qu'on ne se flagelle pas trop là-dessus, on améliore le dispositif, et de toute façon, sanctions, machin, tribunal, truc, donc tout ça est sous contrôle. Ouf, Dominique. Oui, moi je pense que si on prend au sérieux l'égalité homme-femme, c'est-à-dire si vraiment on est tous d'accord pour que les femmes accèdent exactement avec les mêmes chances de réussite ou d'échec que les hommes à l'emploi, alors ça nous invite, là pour le coup, à tout refonder. Et je crois que ça amène de l'eau à mon moulin de nouvelles normes de travail à temps complet, parce que prendre au sérieux l'idée que hommes et femmes doivent être présents de la même façon au travail, c'est accepter aussi qu'il faut bien que quelqu'un, si on veut continuer à être une nation qui fait beaucoup d'enfants, hein, puisqu'on est très fort, là j'accepte l'optimisme, là on est cocorico, on est les plus forts en Europe, puisqu'on a 2 enfants par femme, donc ça c'est formidable, avec un taux d'emploi féminin élevé quand même, donc ça c'est super. Mais donc si on prend ça au sérieux, ça veut bien dire qu'il faut que quelqu'un s'occupe des enfants, notamment quand ils sont petits, hein, quand il y a peu de modes de garde, et puis quand il y a les rythmes classiques qui s'imposent, c'est-à-dire qu'il faut les emmener à l'école, il faut leur faire leurs devoirs, il faut les habiller quand ils sont petits, etc. Si vraiment on se dit qu'on veut l'égalité homme-femme et qu'on la prend au sérieux, alors il faut repenser toutes nos organisations, c'est-à-dire qu'il faut permettre aux hommes et aux femmes à la fois de travailler et d'exercer leurs responsabilités familiales. Je pense que c'est de nature à nous faire complètement repenser à la place du travail, et notamment au temps de travail, mais à bien d'autres choses. Question de la salle. On va commencer là, puis là. Micro, venez monsieur. Bonsoir, Dominique Deloche, coach et auteur en management. Merci Madame Barbara d'avoir dit qu'il y avait une véritable question à venir sur le management. Mais Madame Méda, pourriez-vous aller un petit peu plus loin par rapport à ce que vous observez sur les organisations du travail, par rapport à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, et notre incapacité dans les entreprises à justement reposer la question de l'organisation? Vous avez parlé des 35 heures. Là, sous cet angle-là, ça a été malheureusement une grande faillite, puisque pratiquement dans toutes les entreprises, alors
il n'y a pas eu les embauches qui ont suivi à hauteur de ce qui était prévu dans la loi. On a réinfligé la même charge de travail redistribuée et partagée sur les mêmes personnes, ce qui veut dire qu'on a infligé 11,5% de charge de travail supplémentaire à tout le monde. Okay. Alors sur l'organisation du travail, il y a eu un certain nombre d'études qui ont montré comment on avait des types d'organisation du travail différents dans les différents pays européens. Ça, il y a eu des travaux du Centre d'études de l'emploi autour de 2005. Et puis, moi, je fais allusion aussi à quelque chose de plus récent, l'enquête européenne sur les conditions de travail, donc qui date de 2010, où je vous disais que ça montrait que la France vraiment était en pas très bonne position. Il y a 2 sociologues, Gali et Zou, qui en 2013 ont fait une exploitation de cette enquête et ont montré notamment qu'un type particulier d'organisation du travail qu'ils appellent High Involvement Working Organization, alors qu'on peut traduire par des organisations du travail où les gens ont beaucoup de prise sur leur travail, et bien que ce type d'organisation, qui allait de pair avec beaucoup plus de bien-être, beaucoup moins d'absentéisme, une meilleure qualité du travail, du bon, quoi, que ce type d'organisation du travail était beaucoup plus développé dans les pays nordiques qu'ailleurs, et notamment qu'il y en avait relativement peu en France. L'autre, c'est versus les organisations en lean management, hein, c'est-à-dire maigres, juste à temps, etc. Alors après, ils se sont demandé pourquoi, quel était le lien entre ce type d'organisation du travail et d'autres variables. Quelles étaient les variables qui expliquaient le développement de ces organisations du travail? Ils ont trouvé une seule chose, c'est la force des syndicats dans le pays. Donc, en gros, si, je suis désolée, hein, c'est pas moi qui ai fait cette étude, c'est eux. Et ça demande bien sûr à être revisité, retravaillé. Mais l'idée, c'est que là où en gros le travail est le meilleur, où la qualité du travail, y compris pour les salariés et pour les entreprises, est la meilleure, c'est dans ce type d'organisation, que d'aucuns appellent apprenante, mais organisation où on a une plus grande prise sur le travail, les salariés ont une plus grande prise sur le travail, et c'est là où les syndicats sont les plus forts, sans doute pour imposer évidemment un certain nombre de choses. Quant aux 35 heures, juste un point, c'est que vous avez raison pour les Aubry2, mais pour les Aubriens, non, ça ne s'est pas passé comme ça, puisque pour les Aubriens, vous deviez rester à même décompte de temps de travail et créer des emplois. Donc en effet, il y a eu des gains de productivité, mais vous n'avez pas eu, ça ne s'est pas payé exclusivement en intensification, hein. Moi, j'ai fait la seule enquête, quand j'étais au ministère du Travail, sur le sentiment des salariés en Aubry 1. Il n'y avait pas cette monstrueuse intensification qu'on a pu voir dans les cas où on avait complètement oublié les conditions de Aubry 1. Autre question, donc, monsieur là-bas. Oui, Jean-Louis Escafit, je dis d'où je parle, je suis secrétaire de l'Union locale de la CFDT dans les pays du Grand Biterrois. C'est là où on a la zone d'emploi qui maintenant elle est championne de France en taux de chômage. C'est la zone d'Agde de Pézenas qui est une championne de la croissance démographique parce que les gens viennent attirés notamment par des emplois saisonniers, parce que Pôle emploi, exemple de ces dysfonctionnements, trouve intelligent de faire venir des gens d'Alsace et de Lorraine parce que les employeurs ont besoin de gens qui parlent allemand plutôt que de former sur place en s'appuyant sur des Allemands qui vivent déjà sur place pour apprendre l'allemand sur des trucs très élémentaires pour faire de l'accueil dans les campings et dans de l'hôtellerie. Ça, c'est un exemple de dysfonctionnement qui montre qu'avant d'aller chercher la mobilité géographique, on ferait bien de travailler sur la mobilité professionnelle quand on a 35 000 demandeurs d'emploi pour 79 000 emplois salariés sur le même territoire, hein. C'est derrière le taux apparent qui est déjà impressionnant de 175 chômeurs pour 1000 actifs, c'est le taux de chômage de la zone A2 de Pézenas. Derrière, ça donne 35 000 inscrits en moyenne sur les 12 derniers mois à Pôle emploi pour 79 000 emplois salariés. Ça veut dire des gens qui vont aller travailler à Montpellier, etc. Donc de la mobilité, des journées amplifiées, et on vit un peu à des rythmes parisiens en étant habitant de Béziers. Ça, c'est un angle. Le deuxième angle que je veux poser, mais en faisant directement référence au débat des 35 heures, parce que j'ai été pendant 19 ans dans un cabinet d'assistance au comité d'entreprise sur les situations sociales. Et là, bon, c'est une situation un peu privilégiée parce qu'on voit des endroits où les syndicats sont mieux implantés et sont capables de négocier. Et là, les exemples qu'on voit sur la mise en œuvre des 35 heures, avant même Aubry, il y a eu 2 Robiens. On a vu par exemple comment les salariés ont accepté une réorganisation du travail pour éviter des licenciements à Ganges et au Vigan exactement,
avec une réduction du temps de travail importante, puisque passer à 33 heures, en acceptant une flexibilité importante, puisque c'était des semaines de 0 à 44 heures. Et là, la défaillance, c'est du côté de l'employeur qui n'a pas été capable d'optimiser cette souplesse qu'il avait et qu'acceptaient les salariés pour optimiser son organisation. Donc c'est pour dire la nécessité, pour arriver à changer le travail, que les représentants des salariés soient mis en capacité, mais sur le terrain, dans les établissements, plus que dans la grande entreprise, c'est au niveau de l'établissement que ça se joue, l'organisation, de négocier. Et là-dessus, il y a des moyens nécessaires, et notamment des recours à l'expertise. Et c'est là-dessus que ça sera intéressant de voir les effets, non pas sur quelques mois, mais sur quelques années, des nouvelles dispositions de la loi de sécurisation. Mais la clé, c'est le dialogue social dans l'entreprise et à l'échelon local. On travaille sur la zone d'emploi. Avec le patronat, on est arrivé à faire des évolutions sur l'emploi dans le bâtiment et dans le tourisme parce qu'on a trouvé ça prioritaire et on a amélioré déjà des qualifications pour préparer les gens aux nouveaux métiers dans la transition énergétique. Merci de ce bel exemple. Question là. Madame ensuite. Je voudrais avoir vos avis sur la psychologie du travail. Vous pouvez préciser un tout petit peu? Non, dites ce qui vous vient à l'esprit, quelle place Non mais oui, c'est-à-dire on parle de refonder le travail, quelle est la place du psychologue du travail dans cette refondation? Okay. Qu'est-ce que vous pensez du métier de psychologue du travail? D'abord, qu'est-ce que vous en pensez tout court? Est-ce que c'est nécessaire selon vous? Et si oui, quelle place? Dominique. Allez. Dominique, ayez l'audace de commencer. Il y a plein de types de psychologues du travail différents. Moi, je pense, par exemple, je travaille pas mal avec Yves Clos, qui fait des choses très, très intéressantes et en effet qui met au centre de ses réflexions la qualité du travail, la professionnalité du travail. Donc lui, il pense absolument essentiel que les personnes au travail puissent discuter, débattre sur ce qu'est un travail de qualité. Et il pense qu'aujourd'hui, on empêche les personnes, c'est-à-dire on leur impose, on leur dit c'est ça le travail de qualité. Donc il y a un énorme fossé entre le travail prescrit et le travail réel. Donc voilà, qu'il faut, si on veut s'en sortir, lui, sa thèse, c'est qu'il faut remettre au cœur de l'entreprise du dialogue, de la discussion sur ce qu'est un travail bien fait et sur les critères de qualité. Là, je trouve que le psychologue du travail est hyper important, hyper intéressant. Ça précise un peu, oui, effectivement. Emmanuel, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit à propos de psychologue du travail? Moi, ce que je veux dire, c'est... Bon... faut bien que... on dise les choses un peu différemment. Moi, je le vois divers, le psychologue du travail, vous voyez. Je le vois au travers de rapports... Non, plus sérieusement, il y a un problème de qualité dans cette prestation. C'est très compliqué de rendre un avis sur une situation donnée. Et moi, ce que j'observe, c'est que, évidemment, quand on voit le psychologue du travail, puis après l'avocat, c'est quand même assez mauvais signe dans l'histoire. C'est que, vous voyez, les situations dites de harcèlement et autres, je ne suis pas toujours, complètement convaincue par l'analyse et le tamis. Pardon, ça fait un peu gratuit de dire ça comme ça. Je pense que la psychologisation assortie d'une victimisation, pardon pour ces termes, de la communauté de travail qui fait que le bourreau se trouve être quelque part dans ces murs. On ne sait pas exactement qui, parce que le psychologue du travail, il n'a pas toujours envie de désigner. C'est très difficile à appréhender parce qu'après, on ne sait pas quoi en faire de cette matière. Je voudrais dire un dernier point sur la psychologisation plutôt que le psychologue, qui est sans doute très aimable. C'est que, vous voyez, on a une disposition dans le Code du travail, je vais donner un exemple, qui dit... dès lors que quelqu'un viendrait à se plaindre d'une situation de harcèlement moral, dont on sait que la définition est assez ample aujourd'hui, eh bien, la loi interdit l'employeur de le bouger, de procéder à quoi que ce soit de mouvement, et en tout cas, en tout état de cause, de toucher à la situation telle qu'elle est nouée. J'en parlais à un psychiatre, je lui disais, mais ça ne paraît pas un peu troublant, ça, quelqu'un vient se plaindre de son chef pour faire un truc simple, pour prendre une image simple, et la loi me dit que je ne peux pas toucher la personne qui se plaint de la chose. Et le psychiatre me dit, mais c'est absurde, la première chose qu'il faut faire, c'est déplacer la personne qui dénonce une telle situation, parce que pour un peu, si c'est vrai, c'est atroce. Et vous voyez, je parlais tout à l'heure de la mauvaise manière de l'employeur, etc. Pourquoi cette loi, elle dit ça? C'est marrant, ils ne sont pas allés voir les psychologues pour écrire un truc pareil dans la loi, c'est absurde.
Et en fait, c'est parce que c'était pour s'assurer de ce que la mauvaise manière éventuelle de l'employeur, qui consisterait à vouloir dégoûter tel ou tel en se comportant comme un... conduise l'intéressé à abandonner en race campagne en démissionnant. Et donc on s'est dit, tu veux faire ça? Tu vas voir. Il se plaint, paf, tu te le gardes. Et le problème, c'est que de temps en temps, la situation, elle est réellement effrayante. C'est le problème de qu'est-ce qu'on fait des caractériels patrons. Vous passez au bac à soude. Enfin bref. En tout cas, on a un problème sur ces dispositions. Et c'est ça que je voulais simplement dire. Il serait temps, dans le cadre de cette refondation générale, que les spécialistes de toutes sortes de situations, et notamment tout ce qui tourne autour de la santé, parlent aux juristes et qu'on se parle ensemble pour essayer de trouver des solutions pragmatiques. Parce que cet exemple que je donne, parce qu'il est vraiment, enfin, je veux dire, c'est Kafka lui-même, perso, là, il faut arrêter avec ce genre d'idéologie stupide. Il faut être pragmatique. Revenons au bon sens. C'est pas facile, hein, le bon sens, mais... Merci, madame. Merci donc de vous présenter et oui, de poser bonsoir. vos questions brièvement. Je voulais en fait reparler de l'audace parce que c'est le thème quand même du week-end. Et alors, sauf erreur de ma part, je crois que c'est le seul panel où ne figure pas le mot audace dans la question, dans le thème. Je pense que ça en dit long. On a entendu beaucoup de grands chefs d'entreprise parler de l'audace quand ils prenaient des décisions, etc. Moi, je voudrais revenir aux petits travailleurs. Nous autres, avec le management par la performance individuelle, est-ce qu'on n'a pas par là justement tué l'audace, l'initiative individuelle, en tuant en fait la prise de risque, parce qu'il faut se conformer à ses objectifs individuels, et du coup on revient sur un peu sur ce que vous avez parlé tout à l'heure, en fait, le fait qu'on s'exprime dans son travail, qu'on se reconnaît dans son travail et qu'on s'exprime en fait, hein, qu'on a le sentiment vraiment d'avoir de la valeur. Voilà, donc est-ce que justement on n'a pas tué l'audace avec ces méthodes de management? Emmanuel. Oui, 1000 fois oui. Le problème, c'est que à force, aujourd'hui, il y a une sorte de consensus pour ceux qui s'occupent de management, qui consiste à dire il faut renouveler, il faut redonner de l'autonomie et de l'appréciation, enfin bref, du sens à ce que font les personnes et essayer de les remettre à faire quelque chose qui leur permette d'exprimer un travail, d'exprimer quelque chose. Oui, non, mais j'ai bien compris que je fais un lien, je dis que cette manière d'avoir en fait isolé le salarié en tête à tête avec ses objectifs en général assortis de plus que l'année dernière, donc plus de la même chose, eh bien forcément au bout d'un moment on finit par arriver à l'isolement. Je me souviens de Madame Irigoyen qui expliquait que le phénomène du harcèlement moral qui est né quand même en 1998 au travers entre autres de ses travaux, mais qu'il a évoqué en 98, c'est à force d'avoir individualisé au travers notamment de bonus individualisés, de formules de calcul personnelles, donc on est en tête à tête avec soi-même et ses performances précédentes et qu'il faut encore améliorer, etc. Au bout d'un moment, on finit par créer un avatar de soi, c'est-à-dire celui qui dit oui, d'accord, je vais faire, mais le vrai, s'écroule derrière, etc. Donc de cela, je crois qu'on est en train d'en revenir et qu'il est absolument... Mais dans l'intervalle de 98 à nos jours, petit détail, nous avons forgé collectivement une aversion au risque. Nous nous sommes forgés, je vous garantis, le champ sémantique s'est trouvé investi en effet par toute cette problématique de santé au travail qui est en plus manipulée par des diafoirus, des gens comme moi, des patrons d'entreprise, des DRH, ils y connaissent comme moi de la question. Puis on va plaider ça avec une grande pompe et avec un air pénétré en plus de tout le reste. Donc on a médicalisé le propos, on est en train de se créer un univers anxiogène et donc l'aversion au risque a été le corollaire aussi de cette funeste situation que l'on essaye de juguler aujourd'hui. Donc on a vraiment beaucoup de boulot pour essayer de rattraper ça et de rendre les choses un tout petit peu plus, comment dirais-je, sereines, souples, pour utiliser des mots galvaudés, et souples et en souplesse. Voilà. Dominique. Moi, ce que vous dites, ça me fait penser, je suis complètement d'accord, hein. On a voulu sortir du taylorisme, donc on avait interdit aux salariés d'avoir la moindre initiative par le management participatif, les objectifs, etc. Et ça a quand même complètement raté, quoi. Parce que tout ça a été contrôlé, ce qu'on appelle l'autonomie contrôlée par au-dessus, par en dessous. Et ce que vous dites, ça me fait penser à une des entreprises où on faisait cette enquête sur la reconnaissance au travail, là. C'était un centre d'appel d'une grande banque. Avant, les salariés gèrent
gérait complètement la procédure, c'est-à-dire ils avaient un dossier et puis on les appelait de l'extérieur et ils pouvaient répondre aux clients. Depuis, la logique, ce que je veux montrer, c'est qu'il y a des conflits de rationalité très compliqués à gérer. Là, ils ont décidé de faire un centre d'appel dédié à la réponse aux clients et donc couper de la gestion des dossiers parce qu'ils considéraient que pour l'entreprise, c'était bien de répondre au plus grand nombre d'appels possibles des clients. Et donc, il y a un conflit immédiat entre des salariés qui disent « Attendez, moi, mon boulot n'a plus aucun intérêt ». Donc, il y a une bande qui passe pour leur dire de raccrocher ou de décrocher le plus vite. Leur boulot n'a plus aucun intérêt. Et quand vous interviewez à la fois le salarié et le responsable de tout ça, ils ont des conceptions, en effet, je reviens à ce que disait Claude, ils ont des conceptions de la qualité radicalement différentes. Pour l'un, c'est « moi, je dois répondre à des millions d'appels, c'est ça qui m'importe ». Tant pis si le salarié a un boulot de merde. Et puis le salarié lui dit « Attendez, je voudrais quand même que quand on m'appelle, que je puisse aller chercher le dossier, tourner quelques pages et donner la réponse. » Or là, son activité est complètement empêchée. Voilà, donc il y a des rationalités économiques et humaines, je dirais, qui sont complètement contradictoires là. Et un autre exemple sur les rationalisations complètes que font les entreprises, c'est que du coup, il y avait des espaces, des interstices dans lesquels apparaissait l'innovation. Et ces espaces sont en train de disparaître, et donc il y a un certain nombre de très grandes entreprises qui sont en train de recréer des espaces d'innovation où elles mettent des jeunes gens très créatifs et qui sont très contents d'être là pour faire émerger ces innovations parce qu'elles ne parviennent plus à émerger dans les interstices où elles apparaissaient auparavant. Madame là-bas. On ne sait pas laquelle, parce qu'il y avait deux dames. C'était plus haut, mais voilà, allez-y, vous avez un micro. Véronique Métignon, je suis DRH d'un grand groupe international. On a beaucoup parlé du travail salarié, donc de repenser le travail salarié. On n'a pas parlé des autres formes, et notamment à l'aune de ce qui peut exister dans d'autres formes, dans d'autres pays. Pas forcément européen d'ailleurs. Qu'est-ce que Madame Méda et Madame Barbara pourraient nous dire là-dessus? Dominique? Alors, justement, du coup, j'apporte un bémol à ce que vous disiez, Jean-Marc, tout à l'heure, sur l'énorme diversification des statuts peut-être d'emploi. D'accord. Non, mais on a quand même encore 89% de salariat, de travail salarié. Donc la diversification, elle n'est pas si énorme que ça. La manière dont le travail indépendant se développe, c'est vrai que ça s'est beaucoup développé par l'auto-entrepreneuriat. Là, j'ai un léger désaccord encore avec Emmanuel, pardon, mais c'est vrai que je crains ces formules où on demande aux gens de devenir leur auto-employeur. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on n'a pas repensé entièrement le système de protection sociale qui pourrait aller avec. Je reviens à ma note du MIT, là, quand on nous dit surtout on va tous sortir du salariat et en gros on va tous devenir auto-entrepreneurs. Moi je veux bien, mais il faut vraiment à ce moment-là qu'on nous explique sur quelle base on va repenser notre système de protection sociale. Parce qu'aujourd'hui, il est quand même accroché fondamentalement, notre système de protection sociale, depuis le début du XXe, sur le salariat. Oui, je suis d'accord. Alors après, justement, il faut voir... alors on peut faire des scénarios. Est-ce que ce scénario du MIT, on y croit ou pas? Est-ce que l'automatisation va être si grande que ça? Est-ce qu'en effet, c'est la fin des organisations hiérarchiques? Moi, j'y crois pas du tout. C'est-à-dire, quand on regarde comment on peut coordonner le travail, il me semble que pour l'instant, on reste quand même, quand on veut bien coordonner le travail, l'entreprise reste quelque chose d'assez utile. Est-ce qu'on peut coordonner aussi bien le travail pour un certain nombre de secteurs en allant chercher sur le marché des petits morceaux de prestations? J'en suis pas sûre du tout. Mais vous avez absolument raison que c'est un énorme sujet. En un mot, je crois, moi, à l'inverse, puisqu'il s'agit là de rêve, l'audace, ça va avec le rêve, donc je sors de mon business et ma camaraderie avec mon gros copain pour dire que
inventons, voyons et laissons faire sans tout de suite aller se demander s'il n'y a pas lieu de requalifier en contrat de travail parce que pour un peu on demanderait de passer le sel, etc., que ça caractériserait un lien de subordination. Je suis l'avocat, je le dis au passage, de la saga de l'île de la Tentation où j'ai été l'avocat de TF1 dans cette histoire du point de savoir si ces jeunes gens sémillants qui partaient 12 jours au bout de la Terre étaient tout ou non dans les liens d'un contrat de travail à l'égard de la société du groupe TF1 que je représentais. Inutile de vous dire qu'évidemment j'ai perdu, ça s'appelle TF1, normal. Et surtout, non, ce qui est intéressant, c'était de dire que c'était encore une fois, c'était un problème d'illustration de ce que travailler veut dire aujourd'hui au travers de cette émission funeste, moche, que vous connaissez sans doute, ou en tout cas vous avez entendu parler, mais c'est que le droit du travail devient une représaille. C'est ça que je voulais dire, c'est que c'est la fonction du droit du travail comme représaille et de manière à ce que tout le monde soit dans une case bien répertoriée, etc., étant précisé qu'encore une fois, travailler veut dire aussi quelque chose dans un contrat de travail. Donc voilà, tout ça pour dire que l'auto-entrepreneur qui s'appelle comme ci ou comme ça, avec ou pas 82 conditions administratives, est un sujet palpitant, mais laissons vivre les organisations. Pardon, mais juste, c'est une représaille, mais c'est aussi une immense ressource pour les salariés. C'est une ressource, là, le droit du travail. Encore faut-il que mon petit gars de l'île de la Tentation était un salarié. Enfin, je veux dire, c'est un vrai problème de savoir ce que c'est que travailler. Si c'est la forme, si on a des contrats de travail par destination, c'est-à-dire par la finalité, à partir du moment où je vous demande l'heure, alors effectivement, l'hégémonie du contrat de travail, on va le trouver absolument partout. Et là, d'ailleurs, nous sommes les salariés, là, tous les trois, de cette organisation qui s'envisage, qui nous a demandé de causer aujourd'hui. Donc, si on va par là, toutes nos relations sont dans le prisme du lien de subordination. Je rebondissais autour de la notion de lien de subordination, qui aujourd'hui, au contraire, a vocation à s'atténuer, demander à nos gamins en 2-0, machin, participatif au bout d'un smartphone, l'histoire du chef qui téléphone pour dire il va falloir voir, faire comme ça change un peu. Donc, je crois beaucoup dans l'atténuation du lien de subordination au profit de toute autre forme, avec, il y aura toujours des imperfections, évidemment, de relations professionnelles qui permettent, encore une fois, de ne pas être nécessairement dans tout le système liturgique, si je puis dire. Madame, ça sera la dernière question. Oui, bonjour, je suis Emmanuelle Galini, donc je travaille pour IBM. Ma question portait sur la réinvention de la notion d'entreprise que vous avez évoquée en début et sur lesquelles on n'est pas revenu. Donc moi, ça m'intéresserait d'avoir des exemples de nouvelles notions d'entreprise qui sont mises en œuvre et, si c'est possible, avec un petit peu d'optimisme pour peut-être clôturer ce débat. Merci. Dominique. Mais oui, moi je trouve ça assez optimiste. Donc, quels sont les livres là-dessus ? Il y a par exemple le livre de Hatchuel et Segrestin qui s'appelle Refonder l'entreprise ou Repenser, je ne sais plus. Super, un petit livre à la République des idées. Il y a tous les travaux de ce juriste qui s'appelle Jean-Philippe Robé, que moi je trouve très 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 intéressant. Il y a Favreau, en effet, comme vous le disiez. Bref, il y a tout un courant là qui nous dit que, en gros, je caricature totalement. Milton Friedman avait tort. C'est-à-dire que Friedman, quand il nous dit en 70 que l'entreprise appartient aux actionnaires et que le dirigeant d'entreprise, il est là pour une seule chose, c'est faire du profit pour les actionnaires, tout ça est faux. C'est faux parce que c'est pas vrai que les actionnaires sont propriétaires de l'entreprise, ils sont propriétaires que de leurs actions. C'est pas vrai parce que, enfin bref, tous ces gens déroulent le même raisonnement qui consiste finalement à dire, attendez, c'est quoi une entreprise ? C'est pas un machin qui appartient à des actionnaires, c'est un endroit où il se passe des choses avec des salariés, avec aussi tout un environnement, et l'entreprise, elle impacte à la fois la vie évidemment quotidienne de ses salariés, mais tout son environnement. Et donc par exemple un type comme Robé dit l'entreprise c'est un pouvoir, et ce pouvoir il faut l'encadrer, et c'est aussi, alors ou bien c'est un pouvoir ou bien c'est l'entreprise, ça, là c'est une autre personne qui s'appelle Isabelle Ferreira, c'est une philosophe qui travaille là-dessus, qui dit l'entreprise, en fait, elle devrait, comme elle fait travailler ensemble des salariés et des propriétaires de capitaux, alors il faut qu'il y ait une chambre des salariés et une chambre représentant ceux qui ont des capitaux, et que les dirigeants soient élus par ces deux chambres-là. Bref, toute une série de choses qui, en effet, là, sont une véritable refondation. Je crois qu'il faut de l'audace pour penser ça, mais voilà, moi je trouve que là, on a une vraie perspective. Merci, on a encore finalement le temps pour une toute petite dernière question. Monsieur ?
Bon, mais parlez sans micro, je pense qu'on vous entendra. Je répéterai la question pour l'enregistrement. Question donc sur l'intérêt de la médiation en entreprise pour retrouver des relations plus constructives. Dominique ? Bien sûr que oui, c'est très intéressant, très, très important. Et je pense qu'il faut aller aussi loin qu'on peut dans cette voie-là. Maintenant, après, je pense qu'il faut qu'on continue à croire que c'est important d'avoir un juge, la possibilité de recourir au juge, la possibilité de s'appuyer sur le droit du travail quand on n'arrive pas à renouer les fils, comme vous le faites, et ne pas penser qu'on pourrait tout organiser de façon technique, par exemple par une taxe, ou par exemple de façon automatique. Moi, je crois à l'importance des tribunaux, du juge comme dernier recours, mais tout ce qui est négociation, entente en amont, médiation, c'est formidable. Emmanuel ? J'ai un mot là-dessus, évidemment, parce que ça rentre dans la partie de la résolution alternative des litiges. C'est très intéressant, évidemment. Simplement, je rappelle qu'au départ, les prud'hommes n'avaient pas pour objet, en effet, d'être un sujet de médiation, mais quand même, le prud'homme paritaire, organe paritaire, avait pour objet de moins appliquer le droit du travail qu'une forme d'équité. Enfin, voilà. Mais à force, avec cette folie qui s'est emparée du droit du travail. Maintenant, on est en train de reprocher au prud'homme, vous l'avez vu dans le rapport Lacabara, on est en train de reprocher au prud'homme de ne pas être super bon en droit, le pauvre. Et donc, il va falloir le former comme un magistrat. C'est parti, en 15 jours. Bravo. Et de développer la médiation. Très bien, sauf qu'un dernier point, c'est méconnaître, et là je parle du vrai vécu, c'est méconnaître la tension qui règne quand on va au prud'homme entre les parties, avec l'idée selon laquelle moi j'ai ce droit et l'autre dit moi je dénie ce droit et j'irai me battre jusqu'à la mort là-dessus. En d'autres termes, pour que la médiation fonctionne, il faut que les parties, en ce compris l'employeur et le salarié bourré de droits, pardon, je le dis comme ça un peu provoque parce que pour se détendre et pour qu'on finisse par se fâcher un coup, il est tellement bourré de droits, voilà, j'insiste, que forcément l'employeur, lui, évidemment, il a juste à dire non, et puis voilà, et c'est la fin de la journée, et après on dit au juge, bon, maître, je compte sur vous, hein, oui, voilà, je compte sur vous, et ça se termine comme ça. Et donc, on aimerait, non mais sérieusement, là c'était la boutade finale à 18h30, un dimanche, jour où on ne travaille pas, pour dire que la médiation c'est une voie, elle est sérieuse, mais mais à la condition que le droit ne soit pas injuste dans cette affaire. Il faut qu'on puisse lâcher les droits les uns et les autres pour trouver une solution médiane. Merci. Doit-on refonder le travail sur de nouveaux principes ? Je crois que nos deux panélistes ont répondu à la question. Oui, il faut refonder le travail, sans doute pas sur de nouveaux principes, puisqu'il y a plein d'anciens principes qu'il faut retrouver. Moi, je voudrais juste mentionner deux mots qui sont revenus souvent et qui me paraissent importants, et puis en rajouter un troisième. Le premier, c'est évidemment le mot confiance. Le deuxième, c'est le mot utilité. À quoi je sers en tant que salarié. Moi, en tant que journaliste, j'ai une immense chance, c'est que je peux montrer à mes jeunes enfants ce que j'écris dans le journal, mais c'est une infime minorité des travailleurs qui peuvent aujourd'hui montrer à quoi leur travail sert, et surtout, c'est une infime minorité de travailleurs qui savent précisément à quoi sert leur travail. Donc là, il y a sans doute quelque chose d'absolument essentiel à faire. Et donc là, on retrouve Émile Durkheim. Et puis, je voudrais rajouter un mot que je pensais entendre et que je n'ai pas entendu et que je vais donc mettre au pot, qui est le mot fierté.
Quand on regarde dans le dictionnaire, moi c'est quelque chose que je fais quand je commence à travailler sur une question. Je prends mon Robert et je regarde ce qu'il dit. Le travail, déjà, il y a plus d'une page. C'est extrêmement rare dans le Robert qu'il y ait plus d'une page sur un mot. La première définition qu'il y a, c'est le travail est beau et noble. Il donne une fierté et une confiance en soi que ne peut donner la richesse héréditaire. C'est Alfred de Vigny et je termine là-dessus. Merci.